plainte que ses avocats ont déposée à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Massacre du Kasaï aussi, plutôt qu'une enquête internationale, une commission d'enquête pilotée par la RDC avec des experts internationaux. 19 ans après, la Belgique ouvre une instruction contre le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, rebelle à l'époque, après que le RCD ait abattu un avion. Pour interroger notre invité aujourd'hui, Oscar Kabamba de la RTNC, Jocelyne Moussaou Pondé de Radio Okapi, ainsi que Thierry Kambundi de Top Congo FM. Monsieur Alexis Thambwe Mwamba, bonjour. Interpellé, écroué, interdit de sortie du territoire, votre récent séjour à Bruxelles a fait couler beaucoup d'encre. Il s'est terminé dans la joie pour les vôtres. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre la joie de votre famille de vous retrouver libre à Kinshasa. Est-ce qu'à un moment vous avez craint pour votre liberté durant ce séjour ? Non, pas un seul instant. Bon, je pense qu'il y a eu une dramatisation et puis je pense que ceux qui ont monté toute cette affaire voulaient que aussi bien sur le plan national qu'international, qu'ils puissent perturber beaucoup de gens. Je ne me suis pas senti un seul instant inquiété. J'ai vu dans la presse l'article qui avait été publié. J'ai appris par la presse que je faisais l'objet d'une plainte de la part d'un certain Rachid. J'ai vu après les interviews qui ont été données, les déclarations de certaines personnes que je connais bien, qui venaient appuyer Rachid. Bon, alors j'ai engagé un avocat, je lui ai dit, tiens, allez voir ce qu'il en est. Donc, je ne me suis pas senti un seul instant inquiet. Deux questions que beaucoup se posent. Première chose, est-ce que vous pensez que cette action est justifiée? Et deuxième chose, qu'est-ce qui permet que l'on vous attaque, vous, à Bruxelles aujourd'hui? Bon, je pense que c'est une action qui est mal dirigée, tout simplement. Lorsque cet incident est arrivé, il y a 19 ans, comme je l'ai dit, j'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Je ne peux pas nier le fait. Bon, dès lors que les militaires nous ont prévenus qu'ils avaient abattu un avion et les raisons pour lesquelles ils l'avaient abattu, on ne pouvait pas taire, on ne pouvait pas ne pas communiquer là-dessus. C'était mon rôle à moi d'informer aussi bien la communauté nationale qu'internationale sur ce qui était arrivé à Kindu. Donc j'assume les propos que j'avais tenus à cette époque-là, mais pour le compte du RCD. Mon point de vue n'a jamais changé sur cette question-là. Je suis intervenu pour le compte du RCD et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nos militaires avaient abattu un avion. Je pense que ça serait totalement irresponsable qu'un incident de ce genre arrive et puis qu'on ne puisse pas communiquer. Oscar Kabamba, RTNC. Monsieur le ministre, en déclarant que vous étiez porte-parole au moment de la commission des faits dans la ville de Kindu, est-ce que vous n'accusez pas implicitement tout l'état-major du RCD, votre ancien parti? Non, je dis ceci. Le RCD, c'était mon parti. Je l'assume. À partir du moment où cette décision avait été prise par les autorités militaires du mouvement, on ne pouvait pas, quelqu'un devait communiquer. Est-ce que vous imaginez, en fait, disons qu'on puisse abattre un avion dans les circonstances comme celles qui étaient là-bas et qu'on ne communique pas? Ça n'a pas de sens. Mais j'ai communiqué au nom du RCD. Au nom du RCD, en d'autres termes, serez-vous prêt devant la justice à déclarer de qui est venu l'ordre d'abattre cet avion? Écoutez, moi j'assume toujours mes responsabilités. On était en guerre, le RCD était en guerre, le RCD dans lequel j'étais membre était en guerre. L'incident est arrivé, il fallait pouvoir communiquer. Et j'ai communiqué. On m'a fait entendre dernièrement quand j'étais à Paris, à RFI, mon intervention, je parle de nous, au nom du RCD. Donc ça c'est clair. Donc il est évident que si on ouvre, disons, le dossier, ça sera un procès d'une époque de notre histoire nationale avec tous les acteurs concernés.
Le RCD a fait la guerre, le RCD après a négocié la paix, le RCD a signé les accords de Sun City et aujourd'hui le RCD a ses représentants, dont moi-même, disons, à l'époque, quoique je ne suis plus membre, disons, du RCD. Le RCD a ses représentants dans toutes les institutions de la République, au niveau du Parlement, au niveau de l'armée, au niveau de la direction de la police, dans toutes les institutions de la République. Mais quelqu'un devait communiquer pour ce qui était arrivé à Kindu, et je l'ai fait. Et ça, j'ai toujours assumé, en fait, le fait que j'avais fait cette déclaration-là pour le compte du RCD. Jocelyne Moussa-Ouponde, Radio Kapi. Monsieur le ministre, vous étiez membre du RCD. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes visé par cette plainte déposée en Belgique. Êtes-vous prêt d'assumer toutes les responsabilités, puisque c'est de vous qu'il s'agit? Madame, je pense que j'ai dit, depuis le début, j'ai fait une déclaration pour le compte du RCD. Lorsque le magistrat m'aura entendu, parce qu'il ne m'a pas encore entendu jusqu'à présent, il va devoir se rendre compte que ces investigations vont au-delà de ma personne et concernent tous ceux qui étaient les acteurs et politiques et militaires, disons, de l'époque. Mais j'ai convenu avec mon avocat que, en dehors du communiqué que nous avons fait, qu'il a signé avec mon accord, il ne fallait pas donner d'autres détails au stade actuel. Mais il est évident que ce n'est pas mon procès, le procès d'Alexis Thambwe Mwamba, mais ce sera le procès d'une époque de notre histoire, ce sera le procès du mouvement, ce sera le procès, en fait, disons, de tous les acteurs qui étaient là. Vous êtes confiant apparemment, mais selon certaines sources, vous aurez quitté Kinshasa pour la Belgique par un régulier de SN Bruxelles et vous y êtes retourné par Air France. Est-ce qu'une manière d'éviter la justice belge? Non, je pense que ceux qui répandent ce genre de bruit sont des ignorants. Est-ce que vous imaginez qu'il est possible aujourd'hui, dans l'espace européen, que vous soyez recherché par les Belges et que vous puissiez partir de Paris, ou bien que vous soyez recherché par la France et que vous puissiez vous embarquer à Amsterdam? Ça, ce n'est pas possible. Donc, ceux qui répondent là, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Je suis parti par un régulier de SN. Je devais revenir par un régulier de SN. La veille de mon retour, alors que je me trouvais à Paris, le président de la République m'a envoyé des instructions pour aller le représenter en Serbie à l'investiture du nouveau président serbe. Je suis parti de Paris. Donc ma réservation sur SN, j'ai dû l'annuler parce que je me suis retrouvé en Serbie le jour où je devais reprendre l'avion. Et revenant de Serbie, en ayant pris un billet au départ de Paris, c'était beaucoup plus pratique. Mais la chose inimaginable dans l'espace européen, si peut-être quelqu'un qui est recherché à Kinshasa peut sortir de la RDC par Goma ou par Lubumbashi, si vous êtes recherché dans l'espace européen, vous n'avez aucune possibilité de partir de nulle part à partir du moment où vous êtes recherché. Thierry Kambundi, Stop Congo FM. Monsieur le ministre, vous avez commencé par qualifier cette procédure contre vous d'action mal orientée. Selon vous, elle devait être orientée vers qui? Non, je viens de le dire. J'ai été le porte-parole du mouvement. Donc, si quelqu'un doit pouvoir répondre, c'est bien sûr le mouvement. Mais j'ai dit depuis le début qu'on ne pouvait pas avoir eu une action de ce genre-là sans communiquer, c'est clair. Et c'est ce que je dirais au magistrat quand il vous avez été membre du directoire du RCD. Non, bien sûr, j'étais membre, je l'ai toujours dit. Il vous revient d'assumer également, ne serait-ce qu'en partie, la lourde responsabilité. S'il y a quelqu'un qui doit assumer, ce n'est pas moi en tant qu'individu, ça c'est clair. Donc, mais comme je vous ai signalé dès le début, on a convenu avec mon avocat que j'ai engagé pour cette affaire qu'il n'y avait pas de raison de donner plus de détails que ça. Je suis tout à fait serein. J'ai confié le dossier à un des ténors du barreau de Bruxelles et il s'en occupe.
Vous avez déclaré lorsque vous étiez en Europe que vous n'allez pas brandir votre immunité au cas où évidemment, les juges non, parce que vous entendre. brandir l'immunité, c'est la recherche, disons, de facilité. C'est quelqu'un qui veut fuir. Je dis que c'est vrai que je suis couvert par une immunité diplomatique, mais si le magistrat veut m'entendre, il m'entendra, c'est tout. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Et si au bout, il est question que l'on vous arrête? Est-ce que vous pensez que les choses se déroulent de cette façon-là? Bon, peut-être qu'en tant que journaliste, vous ne savez pas très bien quels sont les mécanismes de procédure pénale, mais je n'ai pas l'impression que les choses se déroulent de cette façon-là. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Est-ce parce que vous êtes soit résident, soit de nationalité belge? Non, je ne suis pas de nationalité belge, donc aujourd'hui, c'est très facile pour savoir qui est belge et qui n'est pas belge. Il suffit d'aller dans le moniteur. Donc, aujourd'hui, je suis résident, bien sûr. J'ai un titre de séjour en Belgique, mais ceux qui ont négocié, qui ont arrangé cette opération, voulait m'atteindre. Ce n'est qu'une opération. Est-ce que le ministre de la Justice ne se trouve pas choqué de voir que 19 ans après, la justice n'ait pas fait la lumière ou n'ait pas essayé de faire la lumière sur ce drame? C'est peut-être l'occasion de faire la lumière. Donc je ne suis nullement choqué. C'est peut-être l'occasion de faire la lumière sur ce drame-là, c'est clair. Donc je ne peux pas dire, oui, allez, cela s'est passé il y a 19 ans et qu'il n'y a pas de raison de soulever ce genre de problème aujourd'hui. Non, pas du tout. Moi, je dis simplement que l'enquête du magistrat qui a reçu la plainte du dénommé Rachid va largement au-delà de ma personne. Je pense que la première fois que nous aurons à nous entretenir, lui et moi, il se rendra compte, en fait, et disons que ce n'est pas ma personne à moi qu'il faut voir. Une date pour l'audition a été fixée déjà? Non, vous savez, j'ai vu toutes sortes, disons, on m'a fait le compte-rendu parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux, j'ai autre chose à faire, mais j'ai vu, en fait, disons, tout ce qui s'est dit au niveau du pays, au niveau de Bruxelles et dans les réseaux sociaux. Ça ne va pas de manière ce n'est pas aussi simple. J'ai appris que j'étais en prison. Bon, j'aurais pu te demander de m'amener des bananes là-bas, en fait, Christian. Oscar Kabamba, RTNC. Monsieur le ministre, le plaignant, vous le connaissez bien, sinon qui est derrière lui? Je connais le nom du plaignant. On m'a dit que c'est un certain Rachid. Un Congolais? Mais bon, je ne sais pas. Rachid, de toute façon, c'est un nom congolais. Hein. Mais qui serait derrière lui, d'après vous? Non, je ne vais pas aller au-delà de ce que nous avons convenu avec votre avocat. Mais quand on a vu toutes les personnes qui ont dit oui, ils étaient prêts à témoigner à charge, et puis qu'on a commencé à chercher un peu, on s'est rendu compte, en fait, et disons, bon, à quel camp appartenaient ces personnes. Donc je voudrais vous confirmer que je suis tout à fait serein, et quand le moment sera venu de m'expliquer sur cette question-là, je le ferai. Vous étiez en Europe pour participer à Genève à une réunion sur la RDC de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies autour des massacres du Kasaï. La Commission a décidé qu'il y aura une enquête pilotée par la RDC avec des experts internationaux. Alors que l'Occident, si on doit ainsi délimiter les pays de la planète, aurait voulu que ce soit une enquête internationale. On a vu beaucoup de gens jubiler depuis. Est-ce que vous êtes content que ce ne soit pas d'autres qui enquêtent à la place de la RDC? Non, je pense nous avons eu affaire à forte partie à Genève. Mais je peux dire que, heureusement, que l'équipe qui était avec moi, composée notamment de Madame la ministre des Droits humains, de Madame Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État, et de notre excellent ambassadeur Zenon Mukongo, je dois dire qu'on a eu affaire à très forte partie. Quand je suis arrivé à Genève, que j'ai eu à coordonner cette équipe au départ, disons, de Genève,
toute la communauté occidentale était déterminée à ignorer notre statut d'État souverain. Donc c'est comme si nous n'existions pas en tant qu'État et qu'ils pouvaient diligenter des enquêtes sur notre territoire en ignorant qu'il y a un pouvoir judiciaire qui existe, en ignorant qu'il y a un gouvernement qui existe, en ignorant même qu'il y a un président de la République qui existe. Et il a fallu, en fait, disons, monter au créneau. Nous n'avons rien à cacher sur les situations du Kasaï, je l'ai toujours dit. Et lorsque Madame la ministre des Droits humains est partie à Genève au mois de mars, déjà pour une réunion précédente, après que nous avions eu une discussion à notre niveau, je lui avais dit qu'elle pouvait affirmer que nous ne refusions pas qu'il y ait des experts internationaux qui viennent se joindre à nous. Mais le problème est le suivant, c'est que ces gens à Genève nous considéraient comme un non-État, comme si nous n'existions pas, et qui pouvaient venir chez nous, ignorer que nous avons un appareil judiciaire qui existe, c'est ce que j'ai souligné. Nous avons quand même 800 magistrats militaires de très bonne facture, puisque aujourd'hui, c'est un de nos magistrats militaires qui a été désigné comme procureur spécial pour la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine, désigné par les Nations Unies à l'issue d'un long processus dans lequel il y a un tas d'États qui ont joué pour que ce soit leur poulain de tel ou tel pays qui puisse arriver. Il est arrivé en fait uniquement par ses qualifications. Nous avons 3500 magistrats civils, alors qu'on n'avait pas ça au lendemain de l'indépendance. Donc mon problème, c'était celui-là. Est-ce qu'on peut accepter le principe que les experts internationaux, quelle que soit leur qualification, puissent venir dans un pays comme le nôtre, fassent abstraction de l'existence d'une justice congolaise, elle a ses défauts, elle a ses qualités. C'est l'idée même qu'on pouvait venir enquêter chez nous en nous ignorant totalement qui était révoltante. Oui, mais est-ce que il n'était pas mieux pour que la lumière soit totalement faite, que ce soit d'autres qui le fassent plutôt que ceux qui qualifient de justice aux ordres? Mais dites-moi dans quel pays du monde, indépendant où on a voulu envoyer une commission d'enquête indépendante en ignorant complètement les institutions, parce qu'il fallait voir cette résolution au départ. J'ai dû monter au créneau et signaler très clairement que s'ils estimaient qu'il fallait passer outre l'existence de l'État congolais, bon, eh bien, on s'est demandé comment est-ce que ces enquêteurs allaient arriver sur le territoire. Et j'ai expliqué très clairement que nous n'allions pas leur donner les visas. Et j'ai réuni les ambassadeurs africains pour leur expliquer, parce qu'il fallait que nous puissions expliquer aux Africains les raisons pour lesquelles nous avons pris cette position. Nous ne refusions pas que les experts internationaux viennent participer à l'enquête, mais ce que nous refusions, c'est que l'on puisse considérer que la République démocratique du Congo comme État n'existait pas. Et nous sommes un État indépendant, nous existons, et nous ne sommes pas sous la tutelle du Comité des droits de l'homme ou des Nations Unies, de n'importe quoi. Donc, si nous avions accepté l'idée que cela pouvait se faire, il fallait aussi accepter l'idée automatiquement que nous n'existons plus en tant qu'État. C'était ça, c'est une question de principe. Ce n'est pas que nous avions des choses à cacher. Et je l'ai dit très clairement à mes interlocuteurs à Genève que je suis choqué de voir que la pression la plus forte des Nations Unies et consorts est arrivé plus particulièrement après le meurtre crapuleux que nous dénonçons des deux experts des Nations Unies, alors que dans le Kasaï, avant ça, il y avait eu des centaines de personnes qui avaient été tuées. J'ai expliqué en fait l'abomination des images que j'ai pu visionner en tant que ministre dans le domaine, disons, du secteur, qui n'avait pas ému aussi profondément. Nous regrettons, je l'ai dit au nom du gouvernement, nous regrettons sincèrement ce qui est arrivé aux deux experts des Nations Unies, mais toute la pression occidentale, Union européenne, et soutenue par d'autres pays occidentaux, n'a été aussi forte à notre égard que parce qu'il y a eu ces deux experts qui étaient tués. Donc, à la limite, nos 39 policiers qui avaient été égorgés, la femme de l'administrateur de l'UEBO dont
l'assassin tenait la tête entre ses mains et tout ça, à la limite, en fait, disons, tout ça devenait secondaire. C'était ça la question que nous avions, sur laquelle on a dit, écoutez, voici le principe. Et quand j'étais heureux, lorsque j'ai réuni ces ambassadeurs africains à l'hôtel où nous étions, que, bon, à la fin, l'ambassadeur de l'Union africaine a fait cause pour nous. Il a dit aux autres diplomates africains, si vous acceptez ça, qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour la RDC, attendez-vous à ce qu'il en soit ainsi demain pour votre pays. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez, au-delà de la souveraineté de la RDC que vous avez brandi à Genève, que cette partie de l'opinion tant nationale qu'internationale ne croit pas en la justice de la République démocratique du Congo sur ces enquêtes? Mais nous aurions pu refuser purement et simplement qu'il y ait des experts internationaux qui viennent se joindre à nos experts. Mais nous avons dit, et moi-même j'ai suivi attentivement tout le déroulement de la situation au Kasaï. Et c'est tous les jours, peut-être 3-4 fois par jour, que je parle avec l'auditeur général des forces armées congolaises, le général Bondé, et qui me donnait la situation, bon, quasi en temps réel. Mais si elle était si crédible, cette justice, si elle n'était pas aux ordres comme on l'accuse, on n'aurait pas besoin des experts internationaux pour mener ces enquêtes. Non, mais ça c'est ce que, disons, ceux qui veulent détruire l'image du Congo disent. Mais moi je dois dire que j'ai suivi le dossier du Kasaï. J'ai reçu des instructions très claires du président de la République pour dire, sur le Kasaï, il faut que la lumière soit faite. Nous avons mis en place une task force que je préside, dans laquelle se trouve le ministre de la Défense, le ministre des Droits humains, la représentante spéciale du président de la République, l'auditeur général des forces armées et les représentants des Nations Unies, M. Aranaz, et ainsi que le chef de la police et la MONUSCO. La lumière risque d'être faite à votre sauce, à votre goût, en épargnant... Mais nous avons un procès public qui se déroule à Kananga. Nous avons un procès public qui se déroule à Mbujimayi. Nous avons demandé à tout le monde d'y aller. Et on nous a dit oui, d'accord, mais après, à un moment donné, on nous dit oui, mais vous êtes allé trop vite dans le procès. Et si on n'était pas allé assez vite, on allait nous dire oui, mais vous voyez, vous avez des choses à camoufler. Et c'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de raison. Tous nos magistrats ne sont quand même pas des voyous. Tous nos magistrats ne sont quand même pas, disons, des gens corrompus. Le problème n'est pas lié aux magistrats et à leur qualité. Oui. Le problème est lié à ceux qui les dirigent. Lorsqu'on parle de justice à l'ordre, ce n'est pas forcément lié à ceux qui travaillent. Ça ce sont ceux qui dénigrent, hein, qui disent cela. Je dis, nos 3500 magistrats civils, on ne pourrait pas leur donner... la communion sans confession, ça c'est clair, pas à tous. Hein. Je ne dis pas que nos 3500 magistrats militaires, s'ils vont au paradis, qu'ils vont y arriver, en fait, disons, directement et s'asseoir à côté de Saint-Pierre. Je dis qu'il y a parmi eux des gens qui sont très sérieux, qui font le travail très sérieusement. Et vous allez leur laisser les mains libres pour qu'ils travaillent? On leur a laissé les mains libres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est essentiellement la justice militaire qui suit ces dossiers-là, à part le fait que nous avons demandé qu'on nous informe, ce qui était normal, parce que les interlocuteurs sur le plan international, ce n'est pas les magistrats. Les interlocuteurs sur le plan international, c'est nous. Les interlocuteurs sur le plan national qui doivent communiquer sur le plan politique, c'est nous. Donc, quelles sont les instructions que j'avais données au général Bondé? Vous nous informez du déroulement. Même s'il s'agira au bout de charger le gouvernement, parce qu'on accuse également les forces de l'ordre de massacre. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez laisser la main libre à ces magistrats? Le gouvernement est composé des individus, c'est clair. S'il y a des individus en fait qui doivent pouvoir être chargés, ils le seront. Ce sont les instructions que j'ai reçues du président de la République. Il m'a dit, lumière doit être faite sur ce qui se passe au Kasaï. Lui-même est allé au Kasaï, il a été à Kananga, et ensuite à Mbujimayi, ensuite à Chikapa. Il m'a instruit d'aller à Kananga. Je suis allé à Kananga, j'ai réuni le Conseil de sécurité provincial et je leur ai dit très très clairement que nous
sur cette histoire-là qui s'est passée dans les Kasaï, la lumière doit être faite. Monsieur le ministre, on sait ce qui s'est dit devant les caméras, mais en coulisses, lors des messes noires, on sait très bien que des décisions comme ça, pour un dossier si sensible... Mais un conseil de sécurité, ça ne se fait pas devant les caméras. Un conseil de sécurité provincial, ça ne se fait pas devant les caméras. Donc, je n'ai pas dit ça devant les caméras. Et puis, vous savez très bien que je ne suis pas... quelqu'un, en fait, disons, qui court derrière les caméras. Il est rarissime qu'il puisse y avoir des interviews de ma part. Donc, je dis très clairement aux membres du Conseil de sécurité provinciale, le président de la République, nous tous, nous voulons savoir ce qui s'est passé au niveau du Kasaï. Et c'est parce que nous voulions savoir ce qui s'est passé au niveau du Kasaï que nos services de sécurité ont été instruits pour mettre un certain nombre d'individus sur écoute. Et ces écoutes nous ont permis de savoir qui a joué un rôle positif pour que la situation ne se détériore pas et qui a joué un rôle négatif. Curieusement, lorsque le New York Times a publié en fait une de nos bandes en fait disons d'enregistrement, bon, ce n'était pas pour nous une découverte, c'était un document de... Mais est-ce qu'il fallait que le New York Times publie cette bande pour que la justice congolaise se saisisse du dossier? Non, si la justice congolaise en fait a ordonné que l'on puisse écouter des gens, c'est qu'elle s'était déjà saisie. Mais maintenant, il fallait donner la possibilité d'avoir le maximum d'informations. Mais comment, si la justice congolaise marche normalement, comment cet enregistrement est parvenu à un quotidien américain avant même qu'ici on se saisisse du dossier? Non, cet enregistrement est le nôtre. Il est le nôtre, il est de nos services. Donc nous connaissions l'existence. Nous aurions été humiliés si c'était un enregistrement que le New York Times aurait fait ou bien que Mme Catalan aurait fait à l'insu des services congolais. Je vous dis que la justice fonctionne. On a mis un certain nombre d'individus sur écoute. Ils sont nombreux. Et ces enregistrements nous ont permis de savoir qui a joué un rôle positif, qui a joué un rôle négatif. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont susceptibles de passer devant la Cour de cassation, le procureur général de la République, en fait, est en train de faire ce qu'il faut. Et les instructions que nous avons, et je voudrais vous les affirmer, de la part du président de la République, c'est que la lumière doit être faite. C'est tout. On le fait. Oscar Kabamba, RTNC. Merci. Pour insister sur la question de Thierry tout à l'heure, Monsieur le ministre, est-ce que les magistrats congolais seront prêts pour collaborer vraiment étroitement avec les experts de l'ONU en leur fournissant toutes les informations possibles et surtout en leur facilitant l'accès à tous les sites? Mais il faut voir le travail. Surtout ça. Il faut voir le travail qui a déjà été fait par les magistrats congolais. Moi, je dois dire que j'étais personnellement agréablement impressionné par le travail qui a été fait par les magistrats militaires qui enquêtent sur les Kasaï. Et les magistrats civils ont commencé également à enquêter. Et je suis convaincu de discussions que j'ai eues avec le procureur de la République que notre détermination à démontrer à la face et de notre population et à la face du monde que nous sommes des gens qui, sur cette question du Kasaï, souhaitent absolument que la lumière soit faite, notre détermination sera prouvée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le Kasaï va faire l'objet de peut-être de dizaines de procès. Mais au fur et à mesure que nous aurons les éléments pour tel ou tel cas particulier, on va le faire. Et je peux vous assurer que malgré les moyens qui ne sont pas importants dont ils disposent, ces magistrats militaires qui travaillent sur le dossier du Kasaï aujourd'hui, ainsi que les magistrats civils qui vont prendre le relais pour d'autres dossiers qui ne relèvent pas de la justice militaire, vous allez avoir la preuve que c'est ce que j'ai dit à Genève. Faites-nous confiance, nous avons un corps de magistrats qui fonctionnent et nous allons vous le prouver. Et ça s'est passé comment, Monsieur le ministre, quand ces experts vont arriver? On va commencer les enquêtes à zéro? Non, les enquêtes sont... Ce qui est important pour nous, c'est que lumière soit faite. Si, sur les éléments que nos magistrats possèdent aujourd'hui,
il y a des zones d'ombre et qu'eux nous apportent la lumière par rapport aux zones d'ombre, nous serons très contents. Mais ils peuvent rejeter tous les éléments qui sont présentés par nos magistrats. Il faut qu'ils puissent vous démontrer. Question de crédibilité, comme disait Thierry tout à l'heure. Peut-être qu'ils vont dire, écoutez, ce qu'ils ont fait ne nous intéresse pas. Non, mon cher ami. Il ne faut pas souffrir d'un complexe d'infériorité. Et il ne faut pas souffrir non plus d'un complexe, disons, de coloniser, de croire, en fait, disons, que tous ceux qui viennent de l'étranger sont beaucoup plus compétents que nos magistrats. Ce sont eux qui le disent. Oui, d'accord, mais mes services ont reçu dernièrement une équipe des magistrats belges qui venaient enquêter pour des problèmes, en fait, disons, des enfants congolais qui ont été amenés en Belgique par des aventurières, en fait, pour être finalement vendus dans certaines familles. Ils ont été terriblement surpris de voir que nous avions les données et que nous étions à même de pouvoir fournir des informations. Donc il ne faut pas souffrir d'un complexe d'infériorité permanent. Il ne faut pas croire que nos magistrats ont été formés par les mêmes professeurs et parfois ils ont été dans les mêmes universités que les leurs. Et moi je suis révolté quand je vois en fait que on peut considérer que bon, ben, c'est de la racaille, ça ne vaut pas grand-chose, et que bon, un type qui va venir de Colombie ou n'importe quoi, ou un type qui va venir de la common law, qui ne connaît rien au droit Napoléon, sera en fait, disons, beaucoup plus efficace que les nôtres. Mais je prends par exemple, excusez-moi, je prends par exemple Mwanza-Lomba. Le tribunal militaire a décidé d'abandonner la poursuite des crimes de guerre, mais le haut commissaire des Nations Unies est monté sur ces quatre types pour dire non, c'est pas possible. Le haut commissaire des Nations Unies n'est pas un magistrat instructeur. Notre code de procédure prévoit très clairement que le magistrat peut changer la qualification. On peut vous poursuivre pour tel fait, et puis au cours du procès, on peut changer les qualifications des faits pour lesquels vous êtes poursuivi. C'est ce qui arrive assez régulièrement. Le ministère public peut vous poursuivre pour association de malfaiteurs ou n'importe quoi, et puis le siège peut modifier ça. Ça, ce n'est pas, et ce n'est pas parce que le haut commissaire ou bien parce que son chef du bureau ici considère qu'il faut nécessairement qualifier de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité qu'il faut pouvoir dire que c'est ça. Ce n'est pas parce qu'alors à ce moment-là, si c'est le point de vue du chef du bureau des Nations Unies ou le point de vue de n'importe quel fonctionnaire, disons, des Nations Unies sur tel fait qui doit primer, on n'a plus besoin alors à ce moment-là d'une justice congolaise. Jocelyne Moussaou, Pondé. Monsieur le ministre, enquête internationale, commission d'une enquête internationale ou envoi des experts internationaux, comment nuancer les choses? Qu'est-ce qui change dans le fond? Voilà, ce qui change c'est ceci. Dès le début, et je vous ai signalé qu'en concertation avec la ministre des Droits humains, dès que ce problème s'était posé, j'avais clairement signalé, et nous avions eu le feu vert du président de la République pour dire que nous sommes ouverts. Nous voulons que s'il y a des experts internationaux qui doivent venir, ils peuvent venir. Mais le leadership, la direction de l'enquête doit rester national. Ça a toujours été notre position. Là où nous nous sommes opposés aux Occidentaux, c'est qu'eux considéraient qu'ils n'ont pas besoin de passer par les institutions congolaises, qu'ils allaient venir chez nous, entrer, pénétrer dans le Kasaï, commencer à interroger qui ils voulaient et faire leur propre enquête en ignorant totalement l'existence et des magistrats congolais et des autorités politiques congolaises. C'est là que les choses n'ont pas marché. Et on leur a dit très très clairement, si vous pensez que pour aller enquêter au Kasaï, vous devez ignorer qu'il existe un gouvernement congolais, qu'il existe une justice congolaise, vous n'irez pas au Kasaï. Et j'ai tenu à les dire très très clairement, ok,
vous n'aurez pas le visa pour pénétrer sur le territoire national. Vous devrez vous contenter d'aller en République centrafricaine, d'aller au Rwanda, d'aller au Burundi, d'aller en Zambie, d'aller en Angola, interroger peut-être les gens que vous trouverez là-bas comme venant du Kasaï. Et pour les interroger, vous ferez votre rapport là-dessus. Et vous saurez que votre rapport, peut-être que vous serez satisfait de ces rapports-là, mais vous allez mettre, disons, les ragots que vous allez entendre. Donc, on est parti. Au début, notre position, au départ, était de dire nous sommes capables de mener des enquêtes. La justice congolaise va prouver qu'elle est crédible. Bon, et que nous allions mener seuls les enquêtes. Ensuite, nous avons évolué pour dire, OK, pour des raisons de transparence, nous allons accepter que des experts internationaux viennent se joindre à notre justice. Les Occidentaux, l'Union européenne en tête, disaient « nous enquêtons sans vous ». Et aujourd'hui, la résolution à laquelle nous sommes arrivés va dans le sens de ce que nous avions proposé. C'est-à-dire les enquêteurs internationaux viennent se joindre à nos magistrats. Et donc ce n'était pas que nous voulions cacher quoi que ce soit, que nous voulions protéger telle ou telle personnalité, en fait, disons, au niveau du Kasaï. C'est une question pour nous de souveraineté nationale. Voilà, pour rejoindre Thierry Kambundi, dans cette affaire, la RDC, ou mieux le gouvernement congolais, est accusé, entre autres, d'usage excessif de la force. Est-ce que vous ne pensez pas être en même temps jugé parti? Comment juger parti? Qu'est-ce que vous dites, vous, dans des situations, des rapports que nous recevons du Kasaï? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir les films? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir les images? Moi, j'ai vu les images qui m'ont été présentées. Est-ce que vous avez vu des situations où les miliciens sont en train de mettre les pieds sur le restant du corps d'un chef coutumier qu'ils ont décapité? Est-ce que vous avez vu, en fait, que qu'est-ce qu'on fait par rapport aux fonctionnaires de la CENI qui ont été décapités? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux policiers qui ont été décapités et puis que leurs collègues qui, par hasard, parlaient la langue, disons, du tribu, ont dû enterrer, en fait, à trois dans des fosses? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là en tant qu'État? On dit, bon, ben, écoutez, ce sont des garçons gentils, on va utiliser des matraques. Hein? Donc, les enquêtes vont pouvoir établir. On ne peut pas demander à un État à la fois de rétablir l'ordre, hein, par rapport, en fait, à des gens qui ont ce comportement-là. Et contrairement à ce qu'on a dit, à savoir qu'ils n'étaient armés que des bâtons et tout, on a pu trouver qu'ils avaient avec eux des armes de guerre, et les armes assez sophistiquées, et tout ça. On parle de la justice congolaise, une justice congolaise qui hier a condamné dans une affaire immobilière Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, une justice congolaise qui, selon son ministre, a des documents sur le même Moïse Katumbi dans une affaire de mercenariat. Le même Moïse Katumbi aujourd'hui qui est accusé d'être italien. Vous ne comprenez pas qu'on dise que cette justice est aux ordres aujourd'hui? Vous savez, revenons d'abord à l'affaire immobilière. L'affaire immobilière, c'est une procédure lancée par des privés. Et d'après ce que j'ai vu dans le dossier, cette procédure a démarré à l'époque même où Moïse Katumbi était encore gouverneur du Katanga. Du moins le premier dossier, parce qu'il semblerait qu'il y en ait d'autres. M. Katumbi a été condamné, il a engagé des procédures, il est allé en opposition. Ensuite, pour le même dossier, il est allé en appel. Et pour le même dossier, il a saisi la Cour suprême de justice en suspicion légitime contre toutes les juridictions du Katanga. Donc on doit attendre que la Cour suprême se prononce. Et s'est prononcée. Mais ça, c'est pour l'immobilier. Pour le mercenariat. Elle s'est prononcée. Où sont-ils ces 300 ou 500 mercenaires? Écoutez, elle s'est prononcée. Donc, pour vider ce dossier d'une procédure civile qui a été engagée par un sujet grec en l'occurrence, M. Moïse Katumbi a engagé un des meilleurs
avocats du barreau de Paris. Donc, il vient, il poursuit sa procédure. C'est au juge d'appel de décider si, bon, il annule la décision du premier juge. S'agissant du dossier des gens qu'il a fait venir des États-Unis, qui étaient tous des militaires, la procédure est en cours. Je ne vais pas faire des conclusions qui doivent être celles du magistrat instructeur. C'est au cours de cette procédure où il était entendu par un premier avocat général de la République qu'il a sollicité de pouvoir partir pour aller se faire soigner. Donc je ne vais pas m'étendre. Mais où en est-on aujourd'hui? Mais le dossier est en l'état. Ça veut dire que quand il reviendra, le premier avocat général qu'il avait entendu va l'entendre là où il avait laissé la procédure. Et puis ils vont continuer. Et puis à la suite, après ça, il va conclure ou pas. L'absence d'un prévenu stoppe l'action de la justice? Non. Ici, ce dossier dont vous parlez était en instruction. C'est au cours de l'instruction que M. Katumbi a demandé à pouvoir partir pour des soins de santé. Il a reçu l'autorisation du parquet général de la République pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, avec aussi des contraintes, en fait, et disons, qu'il devait respecter. Donc, ça veut dire que l'action n'est pas arrêtée. Quand il va revenir, le même premier avocat général de la République, quoique dans le cas du parquet, on peut changer. Donc, le parquet est vous pouvez avoir été suivi par tel magistrat, et puis vous êtes suivi à un moment donné par quelqu'un d'autre. Bon, mais enfin, cela étant, le parquet va reprendre l'audition de M. Katumbi là où elle s'était arrêtée quand il a demandé à partir pour des raisons de santé. Bon, aujourd'hui, le même Moïse Katumbi parle d'harcèlement. Il va à Genève, à la Commission des droits de l'homme. Et au moment où on pensait que le ministre de la Justice sort un dossier de double nationalité. Non, écoutez, le ministère de la Justice, c'est un service public de l'État qui n'aimait pas. J'ai dit à Genève et à Paris que s'agissant de ces affaires civiles, il appartiendra au juge d'appel qui l'a saisi de statuer. S'agissant du dossier pour lequel le ministère public le poursuivait, quand il va rentrer, le ministère public va continuer à l'auditionner sur ce dossier-là. Après, il appartiendra au magistrat de dire, OK, je fixe l'affaire, je l'envoie devant un tribunal, ou bien je considère qu'il n'y a pas opportunité à poursuite. Bon, donc là, nous, le rôle, le ministre de la Justice a certes le pouvoir d'injonction sur le parquet, mais le pouvoir d'injonction signifie Monsieur le procureur général de la République ou Monsieur le procureur général pour la Cour d'appel, je vous ordonne d'ouvrir une enquête à la suite de telle dénonciation, je vous ordonne d'ouvrir une enquête à la suite des faits qui ont été portés à ma connaissance et qui sont les suivants. Mais après, le magistrat agit en toute liberté. Le ministre n'intervient plus pour dire oui, mais il faut lui poser telle question, il faut orienter en fait l'audition dans tel ou tel sens. Alors, le ministre de la Justice sort un dossier s'agissant de la nationalité de M. Katumbi. J'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit. Le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé. Et tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution.
qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. L'article 10 de la Constitution dit la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme ayant une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Sami Badibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui sont soit belges, soit portugais, soit français ou n'importe quoi. Dont certains membres du gouvernement aujourd'hui. Écoutez, le problème que nous avons est le suivant. Moi, en tant que ministre de la Justice, je sais tout simplement les dossiers que j'ai eu à traiter de ceux qui sont arrivés au gouvernement alors qu'ils avaient une nationalité étrangère et qui ont introduit des procédures normales pour recouvrer la nationalité congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que tous les membres du gouvernement, que tous les membres de l'Assemblée nationale, que tous les membres du Sénat ne sont pas binationaux? Moi, je ne sais pas le dire. Mais aujourd'hui, pourquoi une action? Pourquoi enquêter sur Moïse Katumbi? Non, moi je ne sais et pas. Pas sur tous ceux qui sont non, moi je ne sais pas le dire. Moi, je ne sais pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que quand il y a une dénonciation sur Sami Badibanga, il y a une dénonciation. On nous a envoyé la copie du journal officiel. Nous sommes allés effectivement dans le journal, dans les moniteurs belges, et on a trouvé qu'il avait acquis cette nationalité. Comme pour un certain nombre, disons, plusieurs membres du gouvernement, je ne vais pas les citer aujourd'hui, effectivement avaient une nationalité autre, et ils ont dû passer par la même procédure que M. Sami Badibanga. Donc, je suis sûr et certain que demain, à l'occasion des élections, puisque ça sera une compétition, beaucoup d'adversaires dans une circonscription électorale vont se charger, en fait, disons, d'enquêter. Il est évident qu'une fois que la CENI, pour les autres candidats ou la Cour constitutionnelle, s'agissant de la présidentielle, auront les preuves, mais la CENI devra agir en conséquence, ça c'est clair. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, je reviens sur la première affaire de Moïse Katumbi qu'on a évoquée tout à l'heure, l'affaire de l'immobilier. Vous avez dit qu'il a reçu l'autorisation du parquet pour aller poursuivre ses soins à l'étranger. Mais derrière, il y a eu une décision. Derrière, il a été condamné. Comment vous expliquez il a reçu l'autorisation du parquet dans l'affaire concernant les Américains. Et le dossier, s'agissant de l'immobilier, était en train de suivre son cours. Donc là, il doit pouvoir poser la question à ses avocats. Mais aussi, l'affaire des mercenaires. J'ai réécouté les archives sonores de monsieur le ministre Alexis Tambomamba parce que ça fait partie des dossiers que vous avez traités en tant que ministre de la Justice. Où sont passés les 600 mercenaires que vous avez mis sur le dos de Moïse Katumbi, les 600 mercenaires étrangers? Moi, je vous demande, puisque vous avez écouté les archives sonores, de les réécouter soigneusement. Et vous verrez que dans ces archives sonores, parce que moi j'ai une mémoire très très solide, dans ces archives sonores, je dis, il faut les réécouter correctement, je dis que sur une période déterminée de tel mois à tel mois, la DGM a enregistré l'entrée de plus de 600 Américains au Katanga. Et que sur ce groupe-là, 12 ont été recrutés par M. Moïse Katumbi. Je vous invite à réécouter ces Vous avez dit sonores. que vous disposez des preuves. Ces preuves-là, on ne les a jamais vues. Ces mercenaires, on ne les a jamais vus. Sauf le seul Américain qui est reparti depuis chez lui, justement. Où sont-ils passés? Demandez lorsque l'instruction sera terminée. Lorsque l'instruction sera terminée, je pense que le magistrat instructeur vous donnera les éléments. Pour le moment, c'est un dossier en instruction et je ne vais pas revenir là-dessus. Jocelyne Moussa Oupondé.
Monsieur le ministre, demandait à ce que Monsieur Moïse Katumbi se présente devant un juge à son retour. Est-ce que cela n'est pas un peu remettre en cause les conclusions de la commission de décrispation politique du centre interdiocésain qui demandait à ce que Monsieur Moïse Katumbi rentre en homme libre au pays? Le centre interdiocésain a proposé un tas de choses. Le centre interdiocésain, notamment, a remis au président de la République un rapport concernant M. Moïse Katumbi. Ce rapport aurait dû rester, puisqu'il était remis entre les mains du président de la République, aurait dû rester confidentiel. Or, qu'est-ce qui a été fait? C'est que les mêmes qui avaient remis un document soi-disant confidentiel au président de la République se sont chargés de remettre la copie à la personne qui était concernée. Ce qui démontrait très très clairement qu'ils ont agi par maladresse ou bien pour d'autres raisons. Donc ce que j'ai dit jusqu'à présent et que je confirme, c'est que puisqu'il avait annoncé son retour imminent, donc il peut revenir évidemment, mais il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne le jour où il avait eu l'autorisation du parquet général de la République d'aller à l'étranger. Le fait pour la Synco d'avoir divulgué ce qui était confidentiel, la Synco n'est pas une... remet en cause tout ce qui a été fait. La Synco n'est pas une juridiction. La Synco n'est pas un tribunal. La Synco n'est pas une cour d'appel. La Synco n'est pas la Cour suprême de justice. Les évêques peuvent être très, très intelligents et de bonne volonté, mais malgré tout, il reste des hommes. Ce n'est pas une supra-juridiction, la Synco. Donc, on fait pas, on suit pas, on sabote, on sape tout ce qui s'est passé parce que, bon, c'est pas une juridiction. On fait quoi? On ne suit pas la lettre, on met de côté tout ce qui a été décidé? Non, pas du tout. Il y a des choses extrêmement importantes qui ont été décidées à la Synco et que nous appliquons. Je pense que ce qui s'est passé à la Synco, il y a eu beaucoup de maladresse aussi. Il y a eu beaucoup de maladresse. Attention, c'est pas n'importe qui est mon Synco. Oscar Kabamba, RTNC. Excellence, pour peut-être clôturer avec ce dossier Moïse Katumbi. Alors, mais l'opinion ne comprend pas pourquoi avoir attendu seulement aujourd'hui pour dénoncer sa double nationalité, alors qu'il a évolué avec vous dans les instances officielles pendant plus de 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une façon de l'empêcher de rentrer au pays pour présenter sa candidature à la présidence? Mais je pense qu'il n'y a personne qui l'empêche de rentrer au pays. Je l'ai dit à Genève, je l'ai dit à Paris, M. Katumbi peut rentrer au pays quand il veut. J'ai entendu que son porte-parole a dit que les documents que l'administration aurait seraient des faux, qui auraient été fabriqués de toutes pièces. Mais je suppose que les administrations compétentes vont confronter M. Katumbi face à ces documents. Moi, j'ai reçu une copie, disons, de ce dossier. Je ne dirai pas ce qu'il y a, parce que c'est peut-être ce que les autres veulent, que nous puissions dire quel type de documents nous avons. Mais j'ai reçu, en fait, une copie de ce dossier qui a été fait par les administrations, tout ça. Moïse Katumbi a été président du PPRD longtemps, gouverneur PPRD très longtemps. Les documents, ou certains documents circulants, parlent d'une autorisation et d'un visa de séjour de 2003. 2017, 14 ans plus tard, la justice agit. Parce qu'il est devenu Moïse Katumbi opposant? Non, la justice n'agit pas aujourd'hui sur la question de Moïse Katumbi, candidat président. J'ai dit l'obstacle devant lequel M. Katumbi pourrait se trouver est d'ordre constitutionnel, c'est tout. Ça veut dire que à partir du moment où la puce a été mise à l'oreille de toutes les autorités congolaises, de la CENI et consorts sur le cas de Sami Badibanga, les services ont été instruits pour continuer à faire des recherches en profondeur. Et les services ont produit aujourd'hui une documentation assez sérieuse sur toute une série d'acteurs politiques. Si demain ils ne se présentent pas, tant mieux pour eux. Si demain ils se présentent,
la CENI, en tout cas, sera informée. Non, je ne pense pas que ce soit surtout je ne pense pas que ce soit certainement de l'opposition. Je pense que la documentation qui a été réunie par les services, et moi j'ai une copie de cette documentation, concerne les gens de tous les camps, de tous les bords. Monsieur Tambouema, merci beaucoup. Oscar Kabamba, la RTNC, merci beaucoup. Jocelyne Moussa Oponde de Radio Okapi, merci beaucoup, ainsi que Thierry Kambundi. On a parlé de la justice, on a vu qu'elle a... Vous dites qu'elle n'est pas aux ordres, c'est ça? Elle n'est pas aux ordres. Je peux vous affirmer qu'elle n'est pas aux ordres. De nombreuses sociétés, notamment cellulaires, se plaignent qu'il y a beaucoup de corruption, que les magistrats utilisent leur pouvoir pour se remplir les poches au détriment du public. Mais notre architecture judiciaire permet d'engager des procédures qu'on appelle des prises à partie. Donc si la société estime que tel magistrat est indigne, à travers leurs avocats, il y a plusieurs avocats, en tout cas du barreau de Kinshasa, qui systématiquement engagent des procédures, des prises à partie contre les magistrats. Ça, ce sera pour les sociétés qui ont les moyens de faire ces prises à partie et pour le Congolais moyen. Le Congolais moyen qui est face à toutes ces décisions iniques. Non, vous me parlez des sociétés de télécommunications. Je pense que les sociétés de télécommunications ont extrêmement des gros moyens. Donc, ils peuvent facilement se payer un magistrat, pas un magistrat, se payer un avocat et demander à l'avocat d'engager une procédure de prise à partie. Et le Congolais moyen. Vous nous aviez dit il y a quelques mois que toutes les décisions de justice seront archivées, ou pourront être étudiées par d'autres. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quelles sont les conclusions? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de mettre en place une banque de données. Et en ce qui concerne notamment les décisions qui sont du domaine des tribunaux de commerce, les commentaires ne viendront pas seulement des magistrats congolais, parce qu'il faut savoir que le contentieux extrême au niveau de l'OHADA, il n'est pas jugé que par les magistrats congolais. Il est jugé à Abidjan, à la Cour commune d'arbitrage et de justice. On va compter sur les autres pour faire notre travail. Ça veut dire que le magistrat qui sait que finalement sa décision sera commentée, critiquée par d'autres, fera peut-être plus attention. Et notre volonté est de publier. Nous sommes en train d'archiver nous avons commencé par les décisions des tribunaux de commerce. Parce que pour cela, nous savons, et c'est là manifestement dans les affaires de commerce où il y a beaucoup de plaintes. Mais là, le fait que les critiques viennent d'un milieu judiciaire autre que le nôtre et qui peut faire l'objet de critiques à travers tout l'espace OHADA oblige ceux qui prennent ces décisions à quand même à faire plus attention. Mais je vous signale que c'est un travail de longue haleine, mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Makala, Kassangoulou, Béni, la liste est longue, ou elle devient très longue. Ouais. Les prisons se vident. C'est le fameux slogan, les portes des prisons seront ouvertes ou... Non. Je pense que ce qui s'est passé à Makala, c'est clair et net. Il y a eu un dysfonctionnement de nos services. Ça, c'est clair. Ceux qui étaient commis à la sécurité de la prison ce jour-là n'ont pas fait leur travail. Ça, c'est Makala, mais toutes les autres prisons, c'était la même chose. Vous nous avez dit attendez. Justement pour Makala, c'est important de fixer l'opinion. Vous nous avez dit à Top Congo qu'il y avait 50 évadés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous-même, vous savez combien de personnes se sont fait la belle? Mais je le sais très très bien. Certains disent donc je vous ai répondu comme ça, en fait, comme je l'ai dit aux députés, que c'était une boutade, disons, de ma part. Il est évident que s'il y a quelqu'un qui connaît le nombre exact de ceux qui sont partis de Makala, je ne le dirai pas, hein, puisque devant la représentation nationale, l'Assemblée, j'ai dit les raisons pour lesquelles je ne voulais pas donner ces statistiques. Et un député m'a dit oui, mais vous avez dit à Top Congo que c'était 50. J'ai dit que c'était une boutade que j'ai donnée, disons, à un journaliste qui plus est. On l'aura bien compris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez? Mais moi, je connais. Est-ce que vous savez les chiffres? Évidemment que je connais les chiffres, évidemment. La responsabilité, c'était au directeur de la prison de Makala pour Makala, mais toutes les autres prisons, la responsabilité, c'est qui? Le ministre de la Justice? Attendez, il y a deux types. Le ministère, il y a une compétence
entre le gouvernement central et les provinces. Toutes ces prisons évasion, le gouvernement central a la responsabilité de Makala. Les autres prisons relèvent de la compétence des autorités provinciales. Mais c'est un problème qui est national. Nous assumons la responsabilité. Mais il faut savoir